Bienvenue à notre session de tutorat de sciences en ce samedi matin. Les points aujourd'hui que nous allons regarder, c'est bien sûr, je suis ici pour répondre à vos questions, les questions live, c'est pour ça qu'on est ici. Je vais parler comment est-ce que la masse peut changer lorsqu'on est à l'intérieur d'un fluide, par exemple l'eau. Donc la question était, comment est-ce que les masses semblent différentes lorsqu'on les déplace dans l'eau? C'est intéressant. On va parler de relativité. On va faire un peu d'intro. C'est un sujet que j'avais cette semaine et il y a plein de choses que je connais, il y a plein de choses que je ne connais pas. Donc, je vais faire une intro et on va ajouter sur cela. Il y a sûrement un peu de maths qu'on va faire. Et puis, bien sûr, je suis ici pour vous. On a ce matin un chiffre alphabet qui est arrivé, donc je suis content que tu sois avec nous. Avec le bonjour, j'apprécie beaucoup. Alors, voyons voir. La première question que j'ai eue cette semaine, c'était pourquoi est-ce que lorsqu'on est dans l'eau, par exemple, et on essaie de lever une roche ou on essaie de lever quelque chose de pesant, cela semble moins pesant dans l'eau. Donc, c'est une question intéressante et on va regarder cela. Donc, on va commencer avec des choses que vous avez déjà sûrement vues. Si, par exemple, vous êtes pour boire un breuvage dans un verre comme ceci, et que vous utilisez une paille en carton, bien sûr, comme ceci, Quelque chose qui est intéressant, si vous êtes pour regarder la paille, vous allez remarquer qu'il y a un liquide qui est dans la paille plus haut que le liquide dans votre verre. Et ça, c'est l'intro que j'ai pour pourquoi les roches se semblent plus légères dans l'eau. Lorsque nous avons une paille comme ceci, il faut penser à la pression atmosphérique. Donc, nous avons de la pression comme ceci, de la pression comme cela, et puisque l'atmosphère a, alors ici, si on utilise les unités de pression, donc les kilopascales, en général, la moyenne, c'est 101 kilopascales par unité de surface. Mais chose qui est intéressante, c'est que la pression qu'il y a à l'intérieur de la paille est beaucoup plus petite comparée à la pression sur toute la surface du verre ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que la pression ici due à l'atmosphère, la pression fait monter du liquide dans la paille et c'est pour ça que la paille a un liquide beaucoup plus haut. Donc, ça, c'est intéressant. Mais est-ce que ceci va répondre à la question pourquoi une roche semble plus légère dans l'eau? C'est une bonne question. Voyons voir si on peut mettre le micro plus près pour s'assurer que la voix est très bonne. Alors, si moi je suis dans l'eau, donc comme ceci, il y a une roche en profondeur. Donc, il y a une roche ici. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que lorsqu'on veut la soulever, elle semble plus légère que si elle est à l'extérieur de l'eau. Vous avez sûrement déjà remarqué. Vous avez, par exemple, une masse ici, vous pouvez la lever tranquillement. Pas trop vite, parce que si vous allez essayer de le faire rapidement, ça semble plus difficile. Et aussitôt que vous arrivez vers le haut de la surface et que cet objet quitte l'eau, ça semble encore plus pesant que lorsqu'elle était dans l'eau. Et cette idée vient un peu de cela. Lorsque nous avons ici un étang, un océan, on a une grande surface où nous avons de la pression d'eau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussitôt qu'on soulève cette roche ici, comme cela, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous exerçons une force vers le haut. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que cette force vers le haut monte cet objet, mais en même temps, il y a de l'eau qui va prendre la place sous cet objet. Maintenant, le fait qu'il y a cette eau qui entre sous l'objet et qu'il y a la pression qui est au-dessus ici, la pression qui va en dessous nous aide à soulever une masse qui est beaucoup plus grande. Donc, c'est pour ça que vous pouvez remarquer des fois les petits enfants qui peuvent jouer dans l'eau.
Mais ça ici, c'est important, par exemple, si nous avons des machines qui vont creuser, par exemple, des chenals pour les bateaux, par exemple. On a besoin de machines pour aller ramasser le sol ou les sédiments dans les voies navigables. Donc ça va sous l'eau, on peut les monter, mais aussitôt qu'on sort à l'extérieur de l'eau, la masse de ces sédiments et de l'eau est très grande. Donc on a besoin d'une grande barge pour s'assurer que l'on puisse les lever et pouvoir aller les mettre beaucoup plus loin. J'ai même vu, j'ai déjà vu une fois où on avait pris une barge et qu'est-ce que l'on faisait, c'est qu'on avait, on avait descendu le plus possible pour que la bordure de la barge soit très près du niveau de l'eau. Donc, ça veut dire qu'on n'avait pas besoin de lever très haut dans les airs ces sédiments. Donc, c'est intéressant. Alors ça, c'est une bonne question, à savoir pourquoi, lorsqu'on essaie de soulever des masses plus grandes ici, ça semblait être moins pesant que si on est à l'extérieur. Maintenant, chose intéressante, vous allez dire, lorsque je fais de la natation et que j'ai, disons, mon bras et la main ici, et que j'essaie de bouger rapidement ma main de côté, plus je veux le faire rapidement, plus c'est difficile. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fonctionne plus avec la pression ici. Qu'est-ce qui arrive? On parle de la physique des fluides. Premièrement, si on bouge la main de ce côté-ci, il y a la pression devant la main. Donc, ces molécules d'eau doivent faire le tour, mais en même temps, on a des zones de basse pression derrière la main qui fait que ça tire la main vers l'arrière. Donc, plus on va rapidement, plus la résistance augmente. Et donc, la meilleure chose de le faire, c'est de bouger lentement si on veut s'amuser. Par contre, si on veut gagner des compétitions de natation, il faut trouver un moyen pour maximiser la résistance avec les muscles de l'athlète pour s'assurer qu'on puisse maximiser les temps de la course. Alors voilà. Alors ça, c'est notre première question aujourd'hui. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Il se passe plein de choses dans l'actualité autour de la planète. On a des situations où il y a des conflits, des situations où on se demande comment est-ce que notre climat va aller. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Alors bien sûr, j'espère que peu importe où que vous êtes en sécurité ou du moins vous êtes capable de vous sentir bien. C'est toujours plus difficile. Je sais qu'au Canada, ma perspective elle est différente que si on est à d'autres endroits autour du monde. Alors, voyons voir s'il y a des questions. Quelle sera la prochaine question? Et n'oubliez pas, dans la session live, je suis ici pour répondre aux questions que vous avez. Alors, vous les tapez dans le chat. S'il arrive que vous regardez en rediffusion, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On a des sessions de tutorat à chaque semaine, à chaque samedi matin à 10 h. Et vous mettez vos questions dans la section commentaires. Et puis, je regarde ces questions pour, bien sûr, aider mes sessions hebdomadaires. Alors, voyons voir quelle sera notre prochaine question. Dimanche passé, on parlait de relativité et on parlait de voyage et on parlait de la vitesse de la lumière. Donc ici, je vais expliquer du fait qu'il y a la lumière qui va à une certaine vitesse. Maintenant, c'est une constante et selon les théories que nous avons maintenant, il semble que nous ne pouvions pas aller plus rapidement que la vitesse de la lumière. Donc, il y a ici ce qu'on appelle les règles ou cette théorie de la relativité. Donc, je vais expliquer un peu en général qu'est-ce que c'est. S'il y a des questions, vous voulez des clarifications, que ce soit dans les commentaires, je pourrai ajouter sur ces sujets si ça vous intéresse. Donc, lorsqu'on a quelqu'un, alors ici, on a donc, si on parle de la théorie de la relativité, cette idée, c'est qu'on a une vitesse et il faut considérer la vitesse et le temps en même temps. Donc, voyons voir qu'est-ce que ça veut dire. Si nous sommes un individu, nous pouvons marcher à peut-être à, je ne sais pas, 3 à 5 km par heure. Si vous courez, vous allez plus rapidement. On a aussi des voitures, on a des trains, on a des avions qui nous permettent d'aller beaucoup plus rapidement. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que
lorsqu'on utilise les vitesses de la physique classique, on sait très bien comment est-ce qu'on peut les calculer sans difficulté. Par contre, si on regarde la vitesse de la lumière, donc on lui donne la constante c ici. Alors, 299, 792, 458, 458 mètres par seconde. Donc ça, c'est la vitesse que nous avons avec des unités métriques, bien sûr. L'idée, c'est que selon les théories, selon les calculs que nous avons faits, avec les mathématiques qui nous donnent la compréhension des déplacements, nous savons que nous ne pouvons pas aller plus rapidement que la vitesse de la lumière. Donc, ça, c'est une limite sur ce que nous avons sur les voyages. OK. Alors, la question qui nous parlait de la question de relativité. Donc, sûrement, vous connaissez le fait qu'il y a une relation entre deux situations. Donc, s'il y a une relation, il faut le garder en tête. Donc, Einstein, dans ses réflexions, ce qu'il disait, c'est que si nous avions, par exemple, un objet qui va à la vitesse de la lumière, c'est très bien. Donc, nous, ici, si nous avions, par exemple, une lampe de poche qui éclairait, ou on aurait peut-être voyons voir, une horloge où on voit le temps, et que cette horloge était pour aller à une vitesse de la lumière très, très rapidement, nous aurions un moment dans le temps, et puisque l'horloge va à une vitesse de la lumière d'un côté, et que la lumière qui vient de l'horloge va de l'autre côté, c'est comme si l'horloge n'avançait pas dans le temps, et que le temps était arrêté. Donc, c'est intéressant de regarder. Donc, il y avait cette idée de temps et de vitesse de la lumière. OK. La question ou les questions que les scientifiques et les physiciens discutaient à savoir comment est-ce qu'on peut expliquer les choses, c'est que si on ne peut pas aller plus rapidement que la vitesse de la lumière, alors son idée, c'est que si on a un train et que nous avons un train ici qui va à la vitesse de la lumière, donc on aurait le même principe que cet objet. Mais l'idée ici des scientifiques, c'était qu'arrive-t-il s'il y a quelqu'un dans le train qui va à la vitesse de la lumière, était pour lancer un objet qui, à partir de cette personne, irait aussi à la vitesse de la lumière. Donc, c'était cette idée de paradoxe à savoir ce qui se passe. Si on a un objet qui va à la vitesse de la lumière, ça va, ou presque la vitesse de la lumière. En vrai dire, selon ce que moi je connais, c'est très, très difficile ou presque impossible d'arriver à cette vitesse à moins d'être une particule. Et la raison, c'est que l'énergie nécessaire pour faire avancer un objet aussi rapidement devient très, 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 très grand plus on arrive de la vitesse de la lumière. Et donc, si nous avons ici une personne qui va à la vitesse de la lumière et qui lance un objet à la vitesse de la lumière, ça veut dire que pour cette personne-ci, cet objet va à la vitesse où on mentionne, mais si nous avons ici une personne qui regarde le train ici et qui regarde la particule là, est-ce que ça veut dire que cette particule-ci irait à 2 fois la vitesse de la lumière? Et ça ici, c'était le paradoxe qui disait, OK, si on ne peut pas aller plus rapidement que la vitesse de la lumière, mais qu'ici, on a une situation où on pourrait l'avoir peut-être 2 fois plus, il y a un problème. Et c'est là que cette idée de la théorie de la relativité est arrivée. Donc, dans les calculs, les mathématiques qu'ils ont créés, qu'ils ont essayé de voir pour expliquer ce qui se passe, c'est que si nous sommes une personne qui est ici à un point fixe et qu'on regarde ici un train qui va à une vitesse, la situation qui arrive, c'est que relativement à cette personne-ci, cet objet ne peut pas être plus rapide que la vitesse de la lumière. Ça veut dire qu'ici, nous avons le train qui va à une certaine vitesse.
Puisque cette particule va plus rapidement, ça veut dire que, d'une certaine façon, ici, nous avons une particule qui ira plus rapidement que le train initial, mais une fraction de plus. Et n'oubliez pas que, dans le point de vue de référence, nous regardons l'information qui nous arrive. Ça veut dire que, oui, on peut voir qu'il y a des différences. Celui-ci a une vitesse qui s'approche de la vitesse de la lumière. Celle-ci, un petit peu plus rapide. Et puisque ce point de référence est fixe et qu'on a un déplacement, à ce moment-là, on peut voir que celui-ci et ces deux objets ont des vitesses différentes. Celui-ci un peu plus rapide que celui-là. Mais pour la personne ici, la vitesse de cette particule qui semble ou qu'on penserait irait plus rapidement que cela se retrouve à être près de cette vitesse, mais n'atteindra jamais la vitesse maximum. Et ça, c'est par rapport à un point de référence, un point relatif au positionnement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que lorsque l'on regarde ces théories, on dit, OK, si on a un point fixe et qu'on regarde ce qui se passe autour de nous, on doit expliquer ce phénomène en ce qui concerne la relativité entre des objets qui se déplacent et la personne qui est arrêtée. Vous allez dire, oh, ça semble un peu plus compliqué. C'est vrai. Mais la question, c'est OK. Ce qui est intéressant, c'est que cette théorie, lorsqu'on approche cette vitesse, bien sûr, si nous avons, et ça c'est si on est dans le vide. De la même façon que si, par exemple, on a quelqu'un qui joue, je ne sais pas, qui joue au baseball et va lancer une balle, et que nous avons une personne qui est dans un train qui avance vite, et que la personne veut lancer une balle, la balle, théoriquement, irait plus rapidement qu'un lanceur qui est sur place. C'est vrai. C'est difficile sur Terre de voir ça parce qu'il y a la friction du vent et de l'air, et ça crée des difficultés. Mais c'est des idées intéressantes à réfléchir lorsqu'on parle de point de vue. Et ça ici, bien sûr, ça peut s'appliquer aux sciences, et ça peut aussi s'appliquer lorsqu'on parle de d'autres situations. Donc, si moi je regarde, voyons voir, si vous regardez ceci, nous avons une brosse et vous voyez ce côté-là, mais pour quelqu'un qui est de notre direction, on a une autre perspective. Donc, lorsqu'on est en sciences sociales, par exemple, et qu'on parle de comment est-ce que l'on perçoit les situations, on peut voir que, dépendant où nous sommes, nous pouvons avoir différentes perspectives sur cela. Donc, c'est intéressant. Un peu de science, un peu de sciences sociales. C'est toujours bien. Alors, voilà. Donc, notre question ici sur la relativité, j'espère que c'est un point qui peut vous intéresser. Alors, voyons voir. Si vous avez des questions ici ce matin, ce serait le temps de les mettre parce que j'ai hâte de voir quelles questions vous avez. Je vais prendre un petit peu de café ce matin. Alors, nous avons notre prochain sujet qui est sur la peinture et les pigments. Ça, c'est un sujet qui est arrivé cette semaine. La raison, c'est que je suis en train de... Vous savez, il y a quelques mois, j'avais un studio qui était à un endroit différent de la maison. J'ai eu un dégât d'eau. Donc, je suis en train de peinturer dans le sous-sol. Et chose intéressante, je me suis posé des questions en ce qui concerne la peinture et les pigments. Donc, lorsqu'on regarde des volumes de peinture, chose intéressante, il y a bien sûr, si on prend de la peinture au latex, par exemple,
c'est une peinture à base d'eau. Donc, il y a sûrement de l'eau qui est présente ici. Il y a sûrement toutes sortes de choses qui sont ajoutées. Mais une chose qui est importante, ce sont ce qu'on appelle les pigments. Donc, moi, j'ai utilisé une peinture blanche, je voulais que ça soit simple. Pour avoir une peinture avec des pigments blancs, un des minéraux qu'on utilise, c'est l'ilménite. L'ilménite. Comme ceci. C'est un métal, et ce métal, lorsqu'il est en poudre et qui est associé avec les ingrédients de la peinture, nous donne une peinture qui est blanche. Bien sûr, lorsqu'on a une peinture blanche, c'est fantastique. Par contre, c'est toujours bien d'ajouter quelques couleurs spécifiques, comme ça, on peut avoir notre variété de goût dans notre maison. Maintenant, la question que j'avais, c'était que lorsque j'ai regardé, alors ici, il y avait des contenants avec d'à peu près 4 litres, et puis je me disais, OK, comment est-ce que je peux choisir une bonne peinture? Parce qu'il y a toujours plusieurs types qui peuvent exister. Donc, j'ai regardé les peintures qui étaient recyclées, parce que bien sûr, maintenant, en 2021, lorsqu'il y a des retours de peinture, lorsqu'il y a des personnes qui n'ont plus besoin de ces peintures et on les retourne, on peut les recycler. Lorsque j'ai regardé ces peintures, j'en ai utilisé premièrement, pas pour les murs, parce que c'était difficile d'avoir de la peinture blanche, mais j'ai pu avoir de la peinture grise qui était recyclée. Pourquoi est-ce qu'on peut faire une peinture grise recyclée? C'est que lorsqu'on mélange certaines couleurs ensemble qui ont été recyclées, on se retrouve avec une couleur qui est plutôt grisâtre. Mais pour un plancher, c'est excellent. Maintenant, lorsqu'on regarde le blanc, on se dit, on a le pigment ici, mais lorsqu'on regarde les différents types, il y a différents coûts. Donc ici, je vais utiliser les devises canadiennes. Il y avait 47, il y avait 68 et il y avait 78. Alors, lorsque j'ai regardé les différents types, il y a toujours beaucoup de descriptions sur les contenants, mais par contre, il y avait des prix qui allaient de 29 $ jusqu'à 78 $. Et j'en ai même vu qui étaient à 84 $ ici. Et je me suis dit, OK, on a de la peinture, c'est bon pour la décoration, mais est-ce qu'il y a une science derrière cela? Parce que bien sûr, des industries qui se basent sur cela. Alors, j'ai regardé ici, les instructions étaient similaires. J'ai demandé aux personnes d'ouvrir les contenants pour voir si je pouvais voir les différences. Et les différences, c'était difficile à remarquer. Par contre, ici, on me disait que ça pouvait couvrir de grandes surfaces. Par contre, je devais mettre peut-être 3 couches différentes, tandis qu'ici, on avait besoin de seulement 2. OK, je dis c'est intéressant. Alors ici, on peut voir qu'il y avait des coûts qui étaient différents, mais la qualité de peinture était différente aussi. Donc, j'ai essayé de trouver une façon de voir lequel serait meilleur, lequel pourrait cacher la vieille peinture, parce que c'était d'un jaune canari, donc j'avais besoin de couvrir cela. Donc, je cherchais un peu quelle était la meilleure solution, et je commençais à parler avec un peintre qui était là, et on a commencé à discuter. Et puis, il a mentionné que pour certains travaux, ça dépend comment est-ce que les personnes décident de payer pour l'activité. Il a dit qu'il y a des personnes qui préfèrent ne pas payer très cher pour la peinture. Par contre, il doit faire plus de travail parce qu'il doit mettre plusieurs couches et il faut les laisser sécher. Donc souvent, ça finit par coûter un certain prix. Et il disait que quelquefois, lorsque la peinture est un peu plus chère, souvent les contrats sont très similaires comme prix parce qu'il a besoin de travailler moins parce que la couverture de cette peinture est beaucoup plus rapide. On a besoin souvent que 2 couches de peinture. Alors, on a continué à discuter. C'est intéressant comment est-ce que lorsqu'on veut réparer des choses, les personnes veulent nous aider.
Alors, on était pour aller d'une différente façon et il m'a dit, moi, à la maison, j'utilise celui-ci et je vais vous dire un truc. Alors, son truc, c'était sans penser aux compagnies, parce qu'il ne voulait pas dire qu'une compagnie était meilleure que l'autre. Il a dit, prenez les contenants et mesurez les différences de masse relatives. Et c'est vrai, lorsque je prenais le 4 litres ici, il y avait peut-être, on pouvait le ressentir, ça pouvait être peut-être, je ne sais pas, 20% plus pesant que des peintures qui étaient moins chères. Il a dit, si on veut savoir que c'est une bonne peinture, on regarde la masse relative et plus c'est pesant, plus il y a de minéral et de pigments et plus la couverture est fantastique. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, c'est ce que j'ai appris cette semaine avec la peinture. Et bien sûr, j'espère que d'ici la semaine prochaine, je serai dans un nouveau studio et on devrait pouvoir avoir un tableau qui est fixe au mur. Ça, c'est mon plan. Alors, ça, c'est mon histoire sur la peinture de la semaine. J'espère que vous avez eu la chance d'apprécier cela. Le prochain point que nous allons faire aujourd'hui, on va parler d'équations. Même plusieurs équations et les corrélations linéaires. Donc, j'ai eu des questions en ce qui concerne comment est-ce qu'on peut comprendre comment un graphique fonctionne ou une graphique fonctionne par rapport aux équations. Donc, on va regarder quelques exemples ensemble. Alors, le premier exemple que je vais utiliser, c'est un exemple qui se rapporte à la masse volumique. Comme ceci. Donc, si on est pour regarder la masse volumique d'un matériel, on a le volume, on a la masse. Et chose intéressante, si nous n'avons aucun volume, nous n'avons aucune masse. Maintenant, s'il arrive que nous avons 1 cm3, donc ici je vais mettre cm3, si nous avons 1 cm3 de volume, nous avons 2,7 grammes d'un métal en particulier. Et ce métal, je vais l'utiliser, ce sera l'aluminium. Parce que chose intéressante, la masse volumique de l'aluminium, c'est une de ses propriétés physiques de cet élément. Donc, si on a 1 cm3, on a 2,7 grammes. Ça veut dire que si nous avons 2 cm3, nous avons 5,4 grammes. Ici, nous avons 4 ici. 4 cm3, nous avons 10,8 grammes. Maintenant, comment est-ce que l'on met ceci sur un graphique? Voilà le volume et la masse ici. Voilà, en grammes. Très bien. Alors, si je regarde ici, je fais, alors nous avons ici 5 et 10. Si nous n'avons aucun volume d'aluminium, il y a 0 grammes. Si on a 1 cm3, on a 2,7, on a 2, 5,4, et si on a 4, on a 10,8. Voilà. Lorsque nous avons des relations qui sont linéaires, on appelle ça des équations linéaires même. On peut remarquer que tous les points vont sur une ligne droite. Et chose intéressante, c'est que si nous sommes pour regarder quelle est l'équation ici, l'équation serait y égale à 2,7x. Quel est le y ici? C'est la masse.
quel est le X? C'est le volume. Tiens, je vais mettre un V comme ceci. Donc, si j'ai un volume spécifique, je multiplie par 2,7 et ça me donne la masse. Ça ici, c'est une relation qu'on appelle linéaire. Il y a une relation qui est directe entre les deux. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais mentionner. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si... Alors ici, on a une masse qui est égale à 2,7 fois le volume. Qu'est-ce qui arrive si on a x égale, donc y égale à x tout seul? C'est une bonne question. Donc, on va prendre une autre couleur. Qu'est-ce qui arrive si on a une situation où nous avons y égale à x? Ça veut dire que si on a x qui est égal à 0, nous avons y égale à 0 aussi. Si nous avons le x qui est égal à 2, y est égal aussi à 2. Donc 2 comme cela. Si nous avons x qui est égal à 5, y égale à 5 aussi. Donc nous avons ceci. Et nous avons une corrélation qui est linéaire aussi. Une corrélation, une relation linéaire, c'est lorsque les points s'alignent sur une ligne droite toute seule. Très bien. Alors ici, x est proportionnel à y avec un facteur. Si le facteur ici est 1, on a une certaine pente. Alors ici, une pente, pensez à une pente de ski, elle est comme ceci. Plus le facteur ici, le coefficient de x augmente, plus nous allons avoir une pente qui sera une pente raide comme cela. Ça, c'est ce qu'on appelle des relations linéaires, voilà, qui vont passer toujours par 0, 0, parce que nous avons ici la variable x et la variable y qui sont reliées, mais seulement avec un nombre. OK. Est-ce qu'il y a d'autres options aussi? Bien sûr. Qu'est-ce qui arriverait si notre, disons, quelqu'un dit, OK, y égale à moins 5x. OK. Qu'est-ce qui arrive si j'ai un coefficient ici qui est négatif? Tiens, je vais le faire de 2. Comme ça, je vais pouvoir le montrer sur ce graphique-ci. Alors ici, on a une situation où le coefficient ici est moins 2. Vous allez dire, comment est-ce qu'on peut... Est-ce que ça existe vraiment? Voyons voir. Disons que moi, disons que j'aime bien avoir... Voyons voir. Disons que nous avons des dépenses. Disons qu'à chaque jour, nous avons envie d'aller prendre un café. Et donc, en allant au travail, nous allons utiliser notre carte débit et aller acheter un café. Ça veut dire que à chaque jour que je vais chercher un café, disons que c'est 2 $ ou 2 €, j'utilise ma carte et on enlève 2 $ de mon compte de banque. Donc, ça veut dire qu'on enlève 2 $ à chaque fois que nous prenons le café. Ceci fonctionne bien sûr lorsqu'on a des manufactures. Si on construit des objets, on a besoin de pièces. Donc, peut-être que lorsqu'on construit des vélos, à chaque vélo qu'on construit, on enlève 2 roues de l'inventaire. Et ça, c'est important parce qu'éventuellement, il n'y a pas une quantité infinie de roues. Et lorsqu'on enlève quelque chose, c'est un nombre négatif. Alors, voyons voir. Ça veut dire que si nous avons notre graphique, comme ceci, ça veut dire que après une journée, je vais avoir 2 $ de moins dans mon compte si je prends un café. Après 2 journées, il va me manquer 4 $. Après 3 journées, 6 $. Et donc, nous avons ce qu'on appelle une pente qui est négative. Pourquoi une pente négative? C'est qu'on enlève une certaine quantité. Donc, ici, on peut voir que si une pente est positive, on va vers le haut.
Et lorsqu'on a une pente négative, où le coefficient ici devant le x est négatif, on a une pente négative. Donc, les mathématiciens, ici, on utilise le fait qu'on a y égale à mx. Le m ici représente la masse, représente un nombre qui est la proportion entre les deux. Et ce m ici peut dépendre de la situation que vous avez. Peut-être qu'à la maison, vous travaillez avec quelques dollars. Par contre, vous pouvez avoir, je ne sais pas, un petit café qui fonctionne avec quelques milliers de dollars à chaque jour. Et on peut avoir des grandes multinationales qui, eux, fonctionnent avec des millions, des milliards de dollars. C'est quelque chose à considérer. Très bien. Maintenant, il y a une autre, j'aimerais ajouter ici à quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que les relations passent toujours par 0,0? Et la réponse est non. Donc, par exemple, nous pouvons avoir, prenons une autre couleur, voyons voir. Voilà. Voyons comme ceci. Chose intéressante avec les corrélations, c'est qu'il pourrait arriver où on a ici un nombre de départ, et à partir de ce nombre-ci, nous ajoutons un changement. Donc ici, on peut voir qu'il y a des changements, et c'est basé sur y égale à 2,7 fois x, y égale à x, on a ça ici, et y égale à moins 2x ici. Ça veut dire que si on commence à 5, nous pouvons avoir, par exemple, y égale à 2,7x plus 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on pourrait dire que, disons que nous faisons des expériences et que nous avons une certaine quantité d'aluminium au départ, et après ça, il y a un ajout de volume. Donc ici, nous n'avions aucune quantité d'aluminium et on a ajouté au fur et à mesure. Ici, nous en avions 5 et nous avons continué à ajouter. Donc, on a un facteur de 5 qui est ici. Ce facteur de 5 est à considérer et est très utile. Ce facteur ici de 5, on peut l'ajouter ici à la fin parce que si on regarde les deux lignes ici, ils sont parallèles. Ça veut dire que le changement est le même pour les deux, sauf que le point de départ est différent. Donc ici, le point de départ était 0, donc c'est la même chose que de dire plus 0. Donc puisqu'on ajoute 0, il n'y a pas vraiment de changement. OK. Donc ça, c'est une option qui est très possible. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais est-ce qu'on peut utiliser ça pour l'argent? Donc, par exemple, quelqu'un pourrait dire, disons qu'on a quelqu'un qui a, je ne sais pas, une allocation à chaque semaine. Un parent dit, OK, tu as 10 dollars à chaque semaine. Et la personne va dire, c'est très bien, avec le 10 dollars, je vais aller m'acheter des cafés. Et le café est à 2 dollars à chaque fois. Ça veut dire qu'ici, on a 10 dollars au début de notre semaine. Après une journée, si on paie 2 dollars pour le café, il va nous rester seulement 8 dollars. Si on va une deuxième journée, il va nous rester 6 dollars. 3 journées, il va nous rester ici. Alors ici, il reste 8, il reste 6, il reste 4. Oh, mes points ne sont pas... Voilà. Ça veut dire que si on regarde notre pente, nous avons une ligne qui est descendante comme tout à l'heure. Mais c'est normal parce que y égale à moins 2x. Nous savons que nous enlevons de notre compte 2 dollars à chaque jour. La même chose que tout à l'heure. Sauf que ici, nous n'avions aucun dollar et il semble que nous travaillons avec le crédit, ou on peut commencer avec 10 dollars ici et à ce moment-là, on peut
même si on prend quelques cafés, avoir une certaine quantité d'argent qu'il reste. Bien sûr, il faut considérer que ici, éventuellement, après 5 jours, il n'y aura plus d'argent dans le compte. Et ça, c'est à considérer. Mais puisqu'il y avait un point de départ qui était à 10, notre équation devient y égale à moins 2x plus 10. Donc, ici, le point de référence peut être inclus dans ce petit facteur b ici. Et le petit facteur b ici, on l'appelle une ordonnée à l'origine. Très bien. La raison pourquoi je dis ceci, c'est que si vous faites des sciences, chose intéressante avec des labos de sciences, c'est qu'on fait la collecte de données. On fait la collecte de données en astronomie lorsqu'on regarde les déplacements d'un astéroïde ou d'un télescope qui avance dans l'espace. Nous pouvons le faire en physique lorsque nous avons, je ne sais pas, l'utilisation de force sur une machine ou une quantité d'objets à créer en ingénierie. Et en chimie, bien sûr, on peut regarder comment est-ce qu'un changement de masse peut être affecté par une réaction chimique. Donc, on a toujours des données. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un graphique nous donne la chance d'avoir un côté visuel sur ce que l'on fait. Parce qu'il y a des personnes qui adorent les nombres, il y a des personnes qui adorent voir un visuel, comme un dessin. Donc, si nous avons un tableau de valeur, il y a une histoire derrière ce tableau de valeur. Si nous avons un graphique, il y a une histoire derrière le graphique. Alors moi, je dis toujours à mes élèves, si tu as des données, c'est important de les inclure dans le rapport que vous faites. Si vous pouvez faire un graphique, c'est encore plus fantastique. Et la raison, c'est lorsque vous présentez vos données, vous n'avez pas besoin d'expliquer chaque information que vous avez utilisée. Vous parlez de l'histoire derrière un graphique. Alors, c'est pour ça que les maths, c'est fantastique, mais lorsqu'on peut les appliquer aux sciences ou dans d'autres situations, les maths, c'est fantastique. Parce que des maths, qu'est-ce que c'est? Sous forme de graphique, c'est une histoire. Et lorsqu'on parle d'histoire, tout le monde aime les histoires et on raconte qu'est-ce que c'est. Et ça nous permet aux personnes de mieux comprendre notre monde. Et bien sûr, on veut s'assurer qu'on fait un meilleur monde pour tous. Donc, je pensais que c'était intéressant. Et puis, l'idée ici, c'est remarquer que, alors, ça a l'air un peu compliqué ici, mais n'oubliez pas qu'on a des lignes qui peuvent être parallèles, comme ceci. À ce moment-là, les pentes sont les mêmes. Regardons, moins 2, et 2,7, 2,7. Ici, on peut avoir des points de référence initiaux. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de dire, OK, nous commençons ici et voyons qu'est-ce qui arrive après. Donc, toujours important, moi, j'aime bien associer ces deux ici en sciences et en maths. C'est important d'y penser. Alors, voilà. N'oubliez pas que j'aime bien les maths, donc j'essaie d'en inclure un peu à chaque semaine. Et si vous avez des questions, c'est important de les inclure dans la section commentaires, surtout en rediffusion. Nous avons une question ici de chiffres alphabet. Voyons voir, qu'est-ce que c'est? La question est, pourquoi voit-on l'eau de couleur bleue alors que celle-ci est transparente? Ah, ça c'est une excellente question. Alors c'est vrai que de l'eau, si on prend un verre d'eau, il y a un petit volume et donc cette eau a l'air transparente. Par contre, si on a un grand volume d'eau, ici on a des situations intéressantes qui arrivent. Alors si nous avons ici, faisons un petit bateau, pourquoi pas? Et nous avons notre personne qui est ici. Lorsque nous regardons une quantité d'eau, bleu, brun, celle-ci peut sembler bleue, d'autres fois peut sembler brun, d'autres fois peut sembler gris. Voyons voir ce qui se passe. Premièrement, vous avez sûrement déjà remarqué que lorsqu'on a le soleil qui est ici, on peut voir des réflexions du soleil sur l'eau
et on peut voir le soleil directement, mais on peut aussi voir le soleil qui est réfléchi. Donc, ça, c'est fantastique. Maintenant, l'autre chose qui est intéressante, c'est que il y a une certaine quantité de lumière qui est dans l'atmosphère. Donc, il y a quelques semaines, nous avons parlé pourquoi le ciel est bleu. Et je vais voir si je peux mettre une petite carte sur cette partie, sur ce vidéo tout de même. Donc, si nous avons une lumière du ciel qui arrive, alors l'idée ici, c'est que nous avons le soleil qui arrive directement. Par contre, lorsque le soleil arrive dans l'atmosphère, il y a des longueurs d'onde absorbées par les molécules de l'atmosphère et il y a certaines couleurs qui peuvent continuer. Alors, pensez un peu à un arc-en-ciel, des couleurs qui sont rouges, jaunes, vertes, et il y a un peu de bleu. Donc, prenez le fait que c'est comme si la lumière était absorbée, sauf pour la couleur bleue, et c'est pour ça que la couleur bleue arrive à nos yeux. Donc, si on a la couleur bleue du ciel qui arrive ici, une chose intéressante, c'est qu'on peut avoir l'impression que l'étang ou la quantité d'eau qui est ici est plutôt bleutée. Pourquoi? Parce que nous avons une réflexion du ciel bleu. Vous allez peut-être remarquer que lorsque on est près d'un étang d'eau et que le ciel est gris, l'eau a tendance à être très, très sombre. Si nous avons des nuages blancs, comme si nous sommes en hiver ici, nous avons une surface d'eau qui semble beaucoup plus claire comme couleur. Donc ça, c'est la question de réflexion à la surface. Maintenant, chose intéressante, il y a une certaine quantité de lumière bleue qui entre dans l'eau parce que l'eau est transparente et cette lumière souvent va changer de direction et va monter, va entrer dans l'eau ici et va ressortir pour aller voir les yeux de la personne ici. Ça veut dire qu'on a la couleur du ciel qui va aller sous l'eau ici. Et lorsqu'on regarde l'eau des océans, surtout lorsque ce n'est pas très, très profond, on a l'impression que l'eau est bleue et c'est fantastique. Maintenant, si vous allez à un endroit où l'eau elle est d'un bleu fantastique, lorsque vous la regardez, lorsqu'elle semble irradier le bleu, c'est qu'on a de la lumière qui entre ici et qui ressort pour nos yeux. Maintenant, si nous avons des nuages gris, l'eau qui est ici est rarement bleue, elle va devenir beaucoup plus sombre à cause justement de la lumière qui arrive et qui est transportée dans l'eau. Il faut aussi garder en tête que quelquefois, s'il y a des sédiments dans l'eau, ça veut dire que s'il y a des particules d'argile ou de sable ou des algues ou toutes sortes de petites particules, l'eau peut sembler être plutôt brune. Et la raison, c'est que lorsque la lumière arrive ici dans l'eau, c'est que la lumière est absorbée par ces particules et donc il n'y a pas de lumière qui sort pour venir nous voir. Ça veut dire que nous avons ici la couleur qui semble une couleur sans couleur, donc l'eau semble brune ou peut sembler plutôt grise. OK. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut voir de l'eau bleue partout? Non. Il faut regarder la lumière. Est-ce que la lumière qui arrive du ciel est ce que je cherche? Et deuxièmement, la lumière qui va dans l'eau et qui peut être réfractée pour revenir voir la personne, est-ce que la lumière peut revenir bleue ici? Et n'oubliez pas, ça c'est lorsque le soleil est haut. À la fin de la journée, le soleil va aller à l'horizon. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'eau bleutée des océans ou d'un endroit ne sera plus bleue parce qu'il n'y aura plus ces rayons du soleil qui arrivent dans l'eau pour nous donner cette couleur qui est fantastique. Donc ça, c'est un peu les grandes différences. J'aimerais montrer quelque chose. Je ne sais pas si je peux voir une photo qui pourrait être utile. Et
Voyons voir si je peux trouver une image qui peut être utile. J'ai vu ça justement dans les nouvelles. Je devrais en prendre une. Oh, c'est une bonne idée. Donnez-moi un instant. Alors, chose intéressante, où je vis, il y a une petite rivière, donc une rivière qui est comme ceci. Et la rivière a tendance à être pleine. C'est un peu. Alors, ça veut dire on a besoin de focus. Voyons voir si on peut avoir le focus. Voyons voir. Attendons un instant. Voilà. Cette rivière contient beaucoup de sédiments, donc ça semble être beaucoup plus brun comme couleur. Mais chose intéressante, c'est que cette rivière arrive dans un lac qui est comme ceci. Et ce lac, lorsqu'il y a peut-être moins de 3 mètres, on peut voir les rochers dans le fond. Donc, on peut avoir le fond et c'est fantastique. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous avons la rivière qui arrive ici à l'intérieur du lac, on peut voir on peut voir 2 couleurs et l'eau ne se mélange pas. Et l'eau va se mélanger beaucoup plus loin. Et la raison de cela, c'est que lorsqu'on a de l'eau de rivière qui contient de l'argile, d'autres matériaux et qui a une couleur brune, il a une densité différente, température différente. Donc, lorsqu'elle arrive dans le lac, celle-ci, avec des densités différentes, avec des températures différentes, ne se mélange pas tout de suite. Et il va sous l'eau qui est là. Et on peut voir cela assez facilement. Et c'est ça qui est intéressant. Lorsqu'on observe, on peut remarquer que oui, l'eau est fantastique, mais on peut regarder les différences qui peuvent arriver. Et ça, on peut le voir au printemps souvent. Lorsqu'au printemps, il y a beaucoup plus d'eau qui arrive dans le lac, il y a peu de sédiments parce que durant l'hiver, les sédiments ont précipité dans le fond. Donc, l'eau est claire, mais on peut voir une démarcation qui est fantastique. Je voudrais voir si je peux aller prendre des photos, ça serait bien. Alors, j'espère que chiffre alphabet, tu comprends maintenant comment est-ce que l'eau est bleue. Et souvent, c'est que c'est la couleur de la lumière et le ciel bleu qui passe à travers l'eau et nous donne cette couleur qui est fantastique. Alors, voilà. Donc, voyons voir s'il y a une dernière question pour compléter aujourd'hui. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à les mettre dans la section clavardage. Je suis ici pour y répondre. Alors, merci beaucoup, chiffre alphabet, avec ta question. C'était fantastique aujourd'hui. J'apprécie que tu emmènes certaines idées, que ce soit des questions qui viennent de nos discussions ou des choses que tu vois durant la semaine. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ce matin, je vais vous souhaiter une excellente semaine. N'oubliez pas que si vous n'avez pas, vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous regardez ce live jusqu'à maintenant et que vous n'avez pas eu la chance de poser des questions, ça veut dire que vous regardez en rediffusion. N'hésitez pas de mettre dans la section commentaires vos questions parce que je les utilise pour faire ces émissions. Et bien sûr, à chaque semaine, je suis ici pour vous et l'idée, c'est pourquoi pas ne pas apprendre ensemble. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se voit dans le vidéo. Je vais mettre un lien ici qui est une des sessions qu'on a fait la semaine passée ou il y a 2 semaines parce que plus on apprend, plus on peut mieux expliquer et comprendre notre monde et bien se sentir. Alors sur ce, passez une excellente semaine et on se voit dans la prochaine vidéo et en direct la semaine prochaine. Au revoir.